Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, dans À l'air libre, on va revenir sur le premier tour et cette bonne, grande, grosse gueule de bois qui nous saisit avant le duel Macron-Le Pen qui aura lieu dans 12 jours avec l'eurodéputée insoumise Manon Aubry et le philosophe Michael Fessel. Nous sommes le mardi 12 avril. Bienvenue dans l'émission quotidienne de Mediapart. Bonsoir Manon Aubry. Bonsoir. Vous êtes eurodéputée La France Insoumise. Dimanche soir, on le sait tous, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en 3e position du premier tour de la présidentielle. Score final 22% des voix, 420 000 voix d'écart avec Marine Le Pen et un écart qui n'a cessé d'ailleurs de se resserrer en toute fin de soirée. Est-ce qu'à un moment vous y avez cru ? Oui, en tout cas, on a senti que quelque chose se passait, puisque au fur et à mesure de la soirée, on avait notamment la remontée des résultats des grandes villes et des quartiers populaires, donc notamment Seine-Saint-Denis où Jean-Luc Mélenchon a fait quand même 49%. Et un très bon score aussi dans toutes les grandes villes, on est au-delà de 30%. Lille, Marseille, Toulouse, Paris, Nantes, Rennes, Strasbourg, certaines villes, je crois à Lille, on est même à plus de 40. Donc clairement, l'écart s'est resserré. Après, la marche était quand même assez grande. Et il fallait qu'il y ait un différentiel important, en plus avec un taux de participation qui soit le même, alors qu'il n'est pas tout à fait le même dans ces quartiers-là. Mais en tout cas, on a senti que quelque chose s'est passé. On a quasiment eu 2 soirées en une. Et pour moi, c'est quand même c'est d'abord le signe des bons résultats dans ces quartiers populaires-là. Et c'est important puisque pendant longtemps, on nous a dit que ça voterait pas, etc. Et puis, c'est le signe aussi de cette joie, cet enthousiasme, on va en parler après, mais qui a existé, qui était fort dans cette campagne et qui a été cristallisé à ce moment-là, au moment où ça a failli se retourner. Qu'est-ce qui a manqué pour vous ? 400 000 voix. Ouais. Numériquement, 400 000 voix. Donc c'est pas grand-chose. C'est la moitié des voix de Fabien Roussel. Après, on va pas refaire l'histoire. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que on a su convaincre quand même des millions de gens. Numériquement plus, 700 000 de voix de plus qu'en 2017. La gauche dans son ensemble progresse de 4 points entre 2017 et 2022. Donc pour moi, c'est surtout la démonstration qu'on a pu convaincre sur du fond, sur un projet, et que c'est pas rien d'avoir un projet solide à l'élection présidentielle qu'on travaille depuis longtemps, qui est précis, qui est opérationnel, qui est crédible, prêt à être mis en œuvre et on est prêt à gouverner dessus. Et qu'on l'a aussi travaillé et qu'on l'a construit autour d'un collectif qu'on a mis en scène aussi pour cette élection présidentielle. Et c'était pas que de la mise en scène. Justement, avant le premier tour, il y a eu ce ralliement d'activistes, de figures du mouvement social, de personnalités au sein de l'Union populaire, des textes universitaires aussi de personnalités. Est-ce que cet effort d'agglomération autour de Jean-Luc Mélenchon, il a été fait assez tôt ? Oui, on peut toujours refaire l'histoire, mais en tout cas, on a essayé de le faire un maximum. Et de ce point de vue-là, honnêtement, j'ai pas beaucoup de regrets, parce que qu'est-ce que ça a apporté à la France insoumise dans les dernières semaines de la campagne ? Une forte cristallisation et une forte dynamique. Dans le dernier jour, le vendredi, on se faisait la blague entre nous. On n'avait même plus l'espace de suffisamment de tweets pour saluer tous les soutiens qu'on a eus, Christiane Taubira, Cyril Dion, tout un tas d'activistes qui viennent du mouvement climat, qui viennent du mouvement féministe, qui viennent du mouvement antiraciste. Samedi, j'étais à la manifestation pour le futur avec pas mal d'activistes et il y a énormément de gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit on y croit. Et là, j'ai senti que quelque chose se passait. Et que, en fait, le vote Jean-Luc Mélenchon, il a réussi à cristalliser un vote populaire avec un vote des jeunes pour le climat, avec un vote des activistes, des féministes, des antiracistes, et que c'est tout ça qui a été contenu et que finalement, on pouvait aussi... je vais faire un peu de provoque, mais que la gauche steak et la gauche quinoa n'étaient pas irréconciliables. En fait, elles pouvaient ensemble se parler et travailler ensemble et se retrouver avec enthousiasme pour créer un collectif et la gauche steak, c'était Fabien Roussel, la gauche quinoa, c'était plutôt Yannick Jadot. Vous étiez au milieu et vous avez tout rassemblé, c'est ça ? Et pris leur voix ? Pris leur voix, je pense que c'est pas le bon terme. On a su convaincre. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a des gens, moi, qui m'ont écrit vendredi et qui ont annoncé leur soutien avec un côté rationnel et ok, Jean-Luc Mélenchon est en tête, il y a une chance d'aller au second tour, je veux que la gauche soit au second tour. Et puis, ces mêmes personnes, ils m'ont écrit hier lundi, ils m'ont dit bravo, c'était une campagne formidable, j'y crois, comment je peux vous aider ? Et ça, on l'observe
au niveau des personnalités et on l'observe aussi au niveau des militants. Dans la rue, il y a plein de gens qui m'interpellent et qui me disent bravo et merci. J'ai envie de dire non, merci à vous de nous avoir soutenus. Donc la dynamique, elle ne s'arrête pas au dimanche de l'élection et je pense qu'elle est en train de se poursuivre là cette semaine. Parlons des voix justement qui ont pu manquer ou vous l'avez dit, bon score dans les grandes villes, dans les quartiers populaires, en Outre-mer aussi, et des voix qui pourraient être plus importantes dans des endroits où, mais c'est pas juste la FI, c'est pas nouveau par ailleurs pour la gauche, dans d'anciens centres industriels avec des ouvriers, des employés, où la gauche a été forte dans le passé, partout en France, là où c'est aujourd'hui l'abstention et le RN qui dominent. Qu'est-ce qu'il faut changer là maintenant pour les convaincre à l'avenir ? Plusieurs choses. D'abord, j'ai plus les chiffres par cœur, mais vous les avez peut-être. Sur les ouvriers, les employés, on est au-dessus de la moyenne, de notre moyenne nationale. Donc on fait 22 au niveau national, on fait davantage chez les ouvriers, chez les employés. En réalité, là où nous sommes très faibles, c'est à 2 endroits, chez les personnes âgées et les retraités, où là on fait un score vraiment très faible et il se trouve que ce sont ceux qui participent le plus, et dans les zones plutôt rurales, alors qu'on fait des bons scores dans les centres urbains. Donc au final, on a quand même réussi vraiment à cristalliser un vote des quartiers populaires et un relatif vote ouvrier. Après, clairement, on a encore de la marge de progression vers celles et ceux qui sont tentés par Marine Le Pen et qui, voilà, ceux qu'on a toujours appelés les fâchés pas fachos, il y en a dans notre pays, celles et ceux qui sont en colère contre Emmanuel Macron et qui se sont saisis du bulletin Marine Le Pen pour envoyer un message à Emmanuel Macron. Et c'est aussi pour ça que nous, on a fait notre part du boulot pour déconstruire le danger que représente l'extrême droite. Quand Jean-Luc Mélenchon, plutôt que comme d'autres l'ont fait, passer du temps dans les meetings ou dans les médias à taper sur le reste de la gauche, ce qui, je pense, n'est pas utile. Et on a vu qu'au final, ça faisait plutôt du mal à ceux qui l'ont fait. Il a passé du temps d'antenne dans les médias et dans les meetings à déconstruire l'arnaque sociale que représente Marine Le Pen, qui n'est pas en faveur d'un meilleur partage des richesses, qui ne veut pas augmenter le SMIC, qui est contre le rétablissement de l'ISF, bref, qui est l'autre candidate des riches. Et ça, c'est le combat qu'on doit continuer de mener et j'en veux à celles et ceux qui ont abandonné les classes populaires en disant de toute façon elles sont dans les bras de Marine Le Pen. Non, c'est là que la bataille se joue aussi. Parlons de l'immédiat et bien sûr le second tour. Je l'ai dit, j'ai commencé cette émission avec gueule de bois générale pour beaucoup de gens à gauche. Encore une fois, un second tour Macron-Le Pen. Encore une fois, des appels à faire barrage. Jean-Luc Mélenchon a dit dimanche 4 fois, cette fois-ci, pas une voix pour l'extrême droite. Je crois qu'une consultation de 300 000 citoyens qui avaient parrainé Jean-Luc Mélenchon au début de sa campagne est prévue pour arrêter une position. Est-ce qu'elle a été lancée d'ores et déjà ? Non, elle va être lancée là dans les prochains jours. Le résultat sera quand ? Probablement fin de semaine, début de semaine prochaine. Vous aurez tous les détails. Ce sera quoi les options données ? Vote blanc, abstention ou Emmanuel Macron. Vous voyez bien qu'il y a une option qui n'est pas proposée, c'est celle de Marine Le Pen. C'est cohérente avec la colonne vertébrale qui est la nôtre de dire que Marine Le Pen est un danger pour la démocratie, Marine Le Pen est une arnaque sociale. Marine Le Pen, si l'extrême droite à la française de Trump, Bolsonaro, Orban, et on voit ce que ça donne. Ils s'attaquent au droit à l'avortement, aux libertés fondamentales, à l'indépendance de la justice. Donc pour nous, c'est clairement pas une option et on le démontre aussi dans cette consultation qu'on va faire. Je vous dis ça parce que c'est des débats qu'on voit beaucoup passer en ce moment. Il y a énormément de textes qui passent, qu'on peut lire, d'intellectuels, de personnalités, mais aussi de gens qui s'expriment notamment sur le club de Mediapart. Et certains disent, moi j'ai un problème parce que pas une voix pour l'extrême droite. Dire juste ça, est-ce que ça contribue pas à banaliser finalement le danger de l'extrême droite, à mettre finalement l'extrême droite et le vote Macron sur un pied d'égalité ? Vous comprenez cet argument ? Non, je le comprends, mais je suis pas d'accord avec ça pour 2 raisons. La première, c'est quand on dit pas une voix pour l'extrême droite, on dit expressément que l'extrême droite est un danger. Et je pense qu'on n'a pas à rougir de la bataille idéologique que nous avons menée ces derniers mois et ces dernières années contre l'extrême droite. Je le dis autrement et assez sincèrement, si on n'était pas là, je pense que l'extrême droite serait plus forte. Parce qu'une partie des classes populaires qui aujourd'hui trouvent un débouché électoral avec nous et croient à nos propositions pour la justice sociale irait se réfugier dans le vote d'extrême droite. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, je crois que c'est aussi mal comprendre et méconnaître la colère d'une partie de la population contre Emmanuel Macron. C'est aussi la différence par rapport à 2017. On a expérimenté 5 ans de Macron, 5 ans de casse sociale. Mettez-vous à la place de celles et ceux qui se sont fait faire les poches pendant les 5 dernières années. Réforme de l'assurance chômage, moins 40% d'indemnité chômage pour une partie des chômeurs, baisse des APL, 5 €, voire plus. Et à tous ces gens-là, ils se disent, mais attendez, vous me demandez de soutenir Emmanuel Macron, donc il faut les comprendre. Et
je crois que ce serait malvenu de leur faire la morale. Notre rôle, c'est plutôt de dire « Attention, Marine Le Pen n'est pas la solution. Marine Le Pen est un danger. » Et je crois qu'on est plus utile dans ce cadre-là, en comprenant celles et ceux qui sont en colère contre Macron, mais en leur disant que Marine Le Pen n'est pas la solution. Et maintenant, la balle est dans le camp de Macron. C'est à lui de convaincre des millions d'électeurs que finalement, son option serait moins pire que celle de Marine Le Pen. Et nous, on fait notre part du job en disant que Marine Le Pen est un danger. On va en parler justement, mais d'abord, vous votez où ? Dans Paris. Vous ferez quoi dimanche prochain dans l'urne ? C'est la même chose. Moi, j'irai voter, mais je vais pas vous dire ce que je ferai. Certains l'ont dit, à l'AFI, oui. a dit « je voterai Macron ». Ouais, je crois pas qu'elle l'ait dit publiquement. Non, je crois pas qu'elle ait dit publiquement. Honnêtement, la question, c'est pas tant ce que moi je vais voter. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas voter Marine Le Pen et que je vais me battre pour que personne ne vote Marine Le Pen et que notre camp politique se construise autour de ça. Voilà. Vous parlez d'Emmanuel Macron et des gestes. Alors des gestes, des signaux, il en envoie ça beaucoup à l'appel depuis dimanche soir. Dimanche, il a parlé de planification écologique comme Jean-Luc Mélenchon. Il a cité Jaurès lundi. Il a aussi avancé hier la piste d'un référendum sur les retraites, laissé entendre qu'il n'est plus question de retraite à 65 ans, mais à 64 ans. Qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'Emmanuel Macron ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut vraiment attendre quelque chose, et dans ce cas, quoi d'Emmanuel Macron, pour que vous soyez en mesure de dire, alors dans ce cas-là, éventuellement, pourquoi pas ? Bon, on a vu ces 5 dernières années qu'il n'y avait pas grand-chose à attendre d'Emmanuel Macron et qu'il a fait une politique encore plus à droite que celle qu'il avait annoncée. Ceci étant dit, je pense qu'on a un rapport de force intéressant dans le pays. Ok, nous ne sommes pas au second tour, mais aujourd'hui, dans notre pays, il y a 3 blocs. Un bloc d'extrême droite, raciste et dangereux pour la démocratie incarné par Marine Le Pen, une droite libérale incarnée par Emmanuel Macron et un bloc populaire de gauche, fier sur ses valeurs, qui tient debout et qui défend l'écologie et un meilleur partage des richesses. Il faut qu'on utilise la force de ce bloc pour dire, en fait, vous ne pourrez pas gouverner contre nous. Et que ces 3 blocs, ils sont quasiment à égalité, si vous ajoutez. Et il se trouve qu'il n'y a que 2 places, c'est un podium sur lequel il n'y a que 2 places. Mais donc oui, je pense qu'il faut qu'on l'utilise d'ores et déjà pour faire pression sur Emmanuel Macron. Après, honnêtement, je ne vois pas en position de négocier parce que... Il a dit, mon projet reste mon projet, aujourd'hui. Bien sûr, et bon... Parlons de la retraite, 65 ans à 64 ans, enfin, il se moque de qui ? Et moi, je veux qu'il sache que... Ça revient au même, c'est ça que vous dites ? Ça change pas grand-chose. Par contre, tout est bon à prendre et on saura utiliser notre rapport de force, et ça commence dès maintenant, pour limiter les dégâts sociaux du quinquennat Macron, si c'est lui qui est élu. J'ai une petite question, on n'a pas entendu encore Jean-Luc Mélenchon depuis dimanche. Il vous manque déjà ? Non, mais on se dirait que, éventuellement, par exemple, l'extrême droite arrive au second tour là, et il y a une élection dans le 24 avril, on pourrait se dire que la France Insoumise, la constellation de la France Insoumise, d'autres organisations pourraient appeler par exemple à une grande manifestation contre l'extrême droite. On ne le voit pas tout à fait se passer, on constate aussi une forme d'atonie générale. Est-ce que c'est pas le rôle de l'AFI par exemple, si vous êtes le 3e pôle politique en France aujourd'hui, de dire notre message c'est pas une voix pour l'extrême droite, donc là-dessus on est clair, on va dans la rue? Vous avez raison, et c'est une question qui se pose et qui est compliquée parce que, en réalité, la seule fois où il y a eu une très grande mobilisation dans l'entre-deux tours, c'était en 2002 parce que c'était un choc. Et depuis qu'on s'est quasiment habitué, et moi je fais partie d'une génération qui a grandi politiquement avec une extrême droite extrêmement forte. Et je pense que c'est aussi la responsabilité des organisations sociales d'appeler à ce type de mobilisation. Vous pensez que ça va se passer, que ça va avoir lieu ou qu'on va juste honnêtement, là je suis réaliste, on est quel jour, mardi, mercredi, je sais plus. On voit pas de signe de ça en tout cas. C'est passé 3 semaines depuis dimanche, tellement on est fatigué. Mais non, après, moi il y a des choses quand même qui m'ont rassurée. Dimanche, pendant la soirée électorale, il y a énormément de jeunes qui se sont rassemblés spontanément devant notre QG électoral. Franchement, c'était beau à voir. Nous, on n'a appelé personne à venir devant le cirque d'hiver. Notamment au moment où ça se resserrait. Exactement. Et déjà, j'ai été stupéfaite par la moyenne d'âge. Moi-même, je me suis sentie vieille parce qu'il y avait des gens, ils avaient 18, 20 ans. Ils étaient pleins d'espoir et d'enthousiasme. Et franchement, c'était beau. C'était pour moi un des moments les plus émouvants de cette campagne. Déjà, je me suis dit qu'il fallait pas les décevoir. Et spontanément, ils ont quand même chanté La jeunesse emmerde le Front National. Et là, j'étais quand même fière de cette jeunesse et qui se dit que oui, l'extrême droite n'est pas la solution. Et c'est aussi pour ça qu'on fait des si bons scores auprès de la jeunesse, parce qu'ils ont compris qu'on était un vote d'avenir, à la fois parce qu'on est fort chez la jeunesse, mais parce qu'on est aussi ceux qui se préoccupent de leur avenir, de l'avenir de la planète. Et
d'un côté, je peux regretter qu'il n'y ait pas une forte mobilisation d'entre-deux tours, qu'il y ait une forme de normalisation de l'extrême droite. Et en même temps, j'ai repris espoir parce que j'ai senti qu'il y avait un camp de la jeunesse qui a des repères politiques quand même qui sont assez forts et qui est prêt à combattre dans les idées l'extrême droite. Et je pense qu'il faudra compter sur cette jeunesse dans les prochaines années. Jean-Luc Mélenchon a dit que ce serait sa dernière campagne. C'est en même temps celle où il fait le meilleur score. Est-ce que ce sera le cas ? Je pense que s'il l'a dit, a priori, il suivra plutôt son engagement à lui-même. Après, je pense qu'il faudra quand même compter sur Jean-Luc Mélenchon dans les mois à venir, parce que c'est une figure de pensée. À gauche, il a façonné un mouvement. On fait partie d'une génération qui avons cheminé, grandi politiquement. Je le dis d'autant plus que moi, je suis une des dernières arrivées, entre guillemets, que je suis arrivée récemment dans le jeu politique. Mais en même temps, je me dis que c'est aussi sa plus grande force, justement, d'avoir su passer le témoin à une jeune génération. On a tous une trentaine d'années, là, les élus. Donc c'est quand même un beau symbole. Et personne d'autre n'a fait ça à gauche, d'avoir construit ce collectif. Donc voilà, il dit souvent en blaguant dans les meetings, vous en avez encore pour 30 ans. Ben voilà, c'est ce que je souhaite, c'est que vous en ayez encore pour 30 ans avec nous collectivement, et qu'on puisse continuer à construire sur ce qui s'est levé pendant cette campagne et qui, j'espère, ne retombera pas, parce que c'est quand même beau et fort ce qui s'est passé. Juste 2 mots sur les législatives, ça va arriver après. Alors d'abord, il y a le second tour, on le rappelle, évidemment, mais après, il y aura les élections législatives, quel que soit le ou la présidente élue. On pourrait se dire, là, la priorité, ce serait d'arriver finalement à obtenir une majorité à l'Assemblée nationale, une vraie majorité, une majorité relative, quelque chose pour peser. De toute façon, le ou la présidente ne sera pas en accord avec les idées de la France Insoumise et du pôle qui a voté pour la France Insoumise pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Est-ce que ça doit être la priorité ? Est-ce que c'est faisable ou possible ? Beaucoup de gens en doutent, c'est pour ça que je vous pose la question. Vu le passé. Alors, c'est clairement un objectif d'imposer une cohabitation à celui ou celle qui sera élu, parce que je pense que ce soit Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, ce sera difficile, encore plus si c'est Marine Le Pen, d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Donc en effet, ça doit être l'objectif. Je sens quand même une différence par rapport à 2017, c'est que en 2017, une partie de l'électorat Jean-Luc Mélenchon, après le premier tour, c'est un peu recroquevillé et puis est parti vers d'autres horizons. Là, les témoignages que je vous donnais de gens qui nous ont rejoints sur le tard, y compris par efficacité du vote que ça représentait dimanche, la possibilité d'accéder au second tour, en fait, sont en train de rester et d'être enthousiasmés et d'avoir envie de construire ça avec nous. Donc à nous, là on n'est que 2 jours après, mais à nous de réussir à construire cela. Et en tout cas, c'est un appel aussi que je lance, c'est qu'on est conscient de la diversité de ce vote, qu'on a envie de construire, de continuer à faire peser cette voix, parce qu'on en aura besoin. Je veux dire, que ce soit Marine Le Pen ou que ce soit Emmanuel Macron, on sait que ce sera encore pire avec Marine Le Pen, mais que ce soit l'un ou l'autre, la casse sociale sera forte, nos libertés continueront à être attaquées, on aura besoin de cette voix forte, on est conscient de cette responsabilité et on a envie de continuer à construire sur cet élan, sur cet espoir, et ce rassemblement de manière concrète dans les prochains mois, d'abord pour les législatives, mais aussi à terme pour qu'en 2027, on soit enfin la force en capacité de gouverner ce pays. On n'était pas loin cette fois-ci, mais j'y crois, parce que de toute façon, il nous le faudra. Merci Manon Aubry, vous allez rester avec moi. On va accueillir maintenant le philosophe Michael Fessel, qui fait son apparition sur le plateau. Bonjour Michael Fessel, vous êtes philosophe, je l'ai dit, professeur à l'école polytechnique. Vous avez récemment publié ce livre, le voici, je vais le montrer. Quartier rouge, le plaisir et la gauche. Ah bah voilà, on le montre dans l'écran, c'est parfait, aux presses universitaires de France. Un livre dont on a beaucoup parlé pendant la campagne présidentielle, on y reviendra. Mais d'abord, un mot sur le premier tour. Dans un texte publié sur Mediapart en fin de semaine dernière, vous aviez appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon et vous espériez une mobilisation en sa faveur. Un trou de souris, disiez-vous, vers le deuxième tour pour, je cite, sortir du cauchemar. C'était vos mots. Le cauchemar, on y est. Qu'est-ce qui passe par votre tête depuis 2 jours ? Le cauchemar, on y est, ou la gueule de bois, on y est, mais la gueule de bois, ça définit ce qui succède à l'ivresse. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que l'ivresse, on la doit, la bonne ivresse, on la doit aussi à Jean-Luc Mélenchon. Évidemment, la déception est à la hauteur des attentes, mais
qui aurait pensé que nous aurions cette déception-là il y a encore un an? Quand je dis nous, ici, je ne parle pas en tant que ce que je ne suis pas, membre de la France Insoumise, je parle de la gauche, de tout ce qui respire encore dans ce pays une atmosphère de démocratie radicale. C'est ça pour vous, ce vote en faveur de Jean-Luc Mélenchon, au-delà des cercles de la France Insoumise, c'est ça? C'est ce qui respire? C'est ça que vous... Oui, c'était une manière, je pense, et beaucoup l'ont compris comme cela d'ailleurs. Moi, j'étais plutôt quelqu'un de convaincu, mais je me suis adressé à des gens qui ne l'étaient pas, non pas simplement de faire du vote utile une certaine manière de vote désespéré, de vote ultime, mais au contraire, de faire du vote utile ce qu'il était, c'est-à-dire, en l'occurrence, la possibilité, la première depuis très longtemps, peut-être la première dans l'histoire, en tout cas depuis très longtemps, qu'une gauche de rupture, pas seulement une gauche, je dirais, nominaliste ou nominale, une gauche de rupture soit en mesure d'accéder au pouvoir. Je pense quand même que la politique n'est pas, et dans le phénomène Mélenchon cette année il y avait cela, n'est pas totalement dissociable du désir de victoire. Et je pense que comme j'associe, alors à tort ou à raison, cette victoire comme étant devenue assez urgente démocratiquement aujourd'hui, pas simplement du point de vue social, aussi du point de vue de l'état des institutions, il m'a semblé, et à beaucoup d'autres, encore une fois, que le vote Mélenchon signifiait deux choses, la possibilité de faire avancer des causes sociales et la possibilité, peut-être encore plus urgente, de refonder la démocratie. Alors hier, l'historien des idées, François Cusset, a écrit un texte sur Mediapart à la fois très beau et très triste, où il dit « Ce qui est mort dimanche soir, c'est la dernière part de désir qu'emporte encore la politique, à moins de trouver désirable le face-à-face pathétique de Thatcher et de Maurras ». Est-ce que c'est comme ça qu'on pourrait résumer ce second tour? Si le face-à-face auquel nous avons droit aujourd'hui, hélas, est un face-à-face en forme d'alternative, c'est-à-dire avec tiers exclus, c'est-à-dire il n'y a pas de possibilité de voir autre chose, alors effectivement, je partagerai ce désespoir. Je pense néanmoins, j'ai peut-être cet idéalisme de penser que ce qui est gagné en politique l'est d'une manière durable. Et ce qui a été gagné renvoie à ce que disait d'ailleurs Manon Aubry. Je pense que l'un des effets, peut-être une des causes plutôt du résultat de Mélenchon, c'est aussi sa capacité à lui et à son équipe à parler au corps, à parler aux sensibles. J'ai en mémoire ce discours de Toulouse qui a beaucoup tourné sur Internet, où il parle du silence et de la nuit. Derniers, c'est ça, un des derniers meetings. Un des derniers meetings où finalement il parle et il sait s'adresser, et quand je parle de lui, je ne parle pas seulement de sa personne, mais d'un discours politique plus général, à la dimension sensible de l'expérience. Et je pense que l'allégresse qui a pu effectivement nous s'emparer de nous et qui aujourd'hui est suivie d'une certaine forme de tristesse, évidemment, c'est aussi qu'on sent que désormais nous retournons tendanciellement dans le régime des abstractions politiques. C'est-à-dire une opposition, effectivement, quand j'entends ce que dit Cusset, je suis d'accord, Maurras contre Thatcher, j'entends aussi une manière, au fond, d'un discours qui est, d'une alternative que nous ne voulons pas, mais j'entends aussi une manière de reparler de la politique comme de manière communicante, au fond, abstraite, et en utilisant des symboles qui n'ont pas lieu d'être. Cela étant, si on veut être positif, il faut remarquer une chose, c'est qu'au rythme où vont les choses de cette deuxième campagne, de ce deuxième tour, cette campagne de deuxième tour, c'est que, alors qu'elle est une des campagnes qui devrait se faire plutôt à droite, puisqu'on a un candidat quand même très libéral face à l'extrême droite. Nous sommes quand même à deux doigts d'entendre Jordan Bardella et Madame Borne chanter l'international en fin de la nuit. Marine Le Pen déroule aussi beaucoup de choses sur la préférence nationale et on a à 20h Marine Le Pen qui nous explique en détail comment ça se passera, qui sera privé concrètement des allocations sociales. C'est aussi ça. C'est vrai, mais peut-être que il y a quand même quelque chose dans la machinerie lepéniste qui commence aussi un petit peu à être grippée. C'est qu'on voit bien que pour une fois, c'est aussi elle qui est prise en étau entre la masse de voix qu'il lui faut récupérer et qu'elle ne récupérera probablement pas chez Mélenchon, et puis la partie Zemmour. C'est-à-dire qu'on a l'habitude aussi de dire... Ce sont en même temps à elle. Ce sont en même temps. Et le discours identitaire racialiste, disons-le, rencontre, et peut-être il faut l'amener à cette autocontradiction, rencontre une limite dans la dimension sociale qu'elle essaie tout de même de mettre en avant. Est-ce que vous êtes au clair avec votre vote, vous, le 24 avril? Bon, moi, j'ai pas vocation à faire des appels au vote stricto sensu. Je sais pour qui je vais voter. Je voterai Macron, mais je dirais non sans avoir tout de même cette pensée par derrière moi que c'est encore une fois le fait de voter pour la cause afin de réduire les possibilités de son effet. Donc ça sera un vote que je fais sans illusion, d'une manière à repousser ce qui me semble être le pire, mais c'est vrai que j'ai de plus en plus de difficultés à trouver des arguments pour une partie de votre électorat de gauche populaire, à qui il va falloir expliquer en réalité, s'il faut le faire, j'essaierai de le faire, que Marine Le Pen, c'est pire aussi socialement. Mais il est difficile, après 5 années de macronisme, d'expliquer qu'il peut y avoir pire socialement. Il faudra néanmoins le faire. Dans votre texte, vous disiez, le texte de vendredi, qu'on a montré tout à l'heure, vous disiez Le Pen a cessé d'être le nom propre de l'extrême droite,
Pourtant, c'est son père qui a créé le Front National. La famille Le Pen est identifiée comme une dynastie d'extrême droite. C'est devenu le nom commun de la colère française. Comment, dans cet intervalle, d'ici le second tour, déjouer cette prestidigitation? On utilisait hier le mot de prestidigitation dans l'émission la concernant. Alors évidemment, il y a tout de même quelque chose. Moi, j'ai jamais été tellement sensible à la problématique selon laquelle, ou à la thèse selon laquelle il ne sert plus à rien de parler d'histoire, il ne sert même plus à rien de parler de morale. Cette idée qu'au fond, la dédiabolisation de l'extrême droite avait atteint un tel degré que désormais il était inutile de travailler sur ces thèmes-là. Eh bien, nous avons eu la preuve dans cette élection. Il y a quand même une bonne nouvelle dans cette élection, dans le désastre final, enfin en plus du score de Mélenchon, c'est le score de Zemmour. Je veux dire, Zemmour, c'est quelqu'un qui a fait un score, d'ailleurs 7% me paraissent déjà totalement surestimé, évidemment, mais néanmoins, c'est un peu moins pire que ce à quoi on s'attendait, ce qui démontre tout de même que dans la capacité à voter pour une partie de l'électorat en faveur de l'extrême droite, il y a l'oubli de ce que signifie l'extrême droite. Et Zemmour était là pour le rappeler, parce que lui, finalement, au moins, les choses étaient claires. Et rappeler les choses sur le point de vue de la morale démocratique, pas de la morale individuelle, me paraît être une urgence aujourd'hui, tout simplement parce qu'on a tendance à dire, après tout, effectivement, faire des barrages, ça ne sert à rien. Ben, si les barrages ne servent à rien, il faut faire des digues. Et c'est faire des digues, cela veut dire rappeler que l'antifascisme en France, ça n'est pas seulement un point de vue négatif, c'est une politique. Ça a été une politique. Dans les moments les plus forts de l'histoire de France, on s'en est pris aux causes du fascisme, et pas simplement, je dirais, à l'idée d'un épouvantail que l'on agitait à chaque élection pour essayer de faire des voix. Je pense que c'est une des dimensions de l'engagement à gauche aujourd'hui, que de faire ressurgir, peut-être faut-il plus dire antifascisme, mais néanmoins cette mémoire. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce texte, parce qu'après tout, Le Pen, ça signifiait quelque chose en termes de signification symbolique pendant longtemps. Ressurgir cette mémoire dans le but de démontrer à ceux qui s'apprêtent, au fond, à voter pour ce nom, que ce nom leur est, au fond, néfaste du point de vue de leurs propres intérêts. On en parlait avec Manon Aubry des territoires jadis de gauche totalement RN désormais, ou avec une très forte abstention et de fort vote RN. Qu'est-ce que la gauche a raté? On a beaucoup parlé de ça ces dernières années, évidemment, mais là, ça se manifeste encore. On en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que la gauche a raté pour vous fondamentalement là-dedans? La gauche de gouvernement, dans une certaine mesure, d'abord, a raté le fait précisément d'être de gauche, si je puis dire, c'est-à-dire de s'adresser à ces populations sur un mode qui soit celui du partage social, plutôt que de la... voilà. Alors après... La fin du cycle Hollande... Oui, il est clair que nous payons encore, enfin là pour le coup c'est Anne Hidalgo qui paye en premier lieu, les 5 années de hollandisme. Alors ça c'est un premier point qui, je dirais, se place sur le point de vue social. Bon, le thématique de l'abandon social qui existe et qui fait que le mot gauche, pour le coup, n'apparaît plus du tout comme un synonyme de progrès. Il y a un autre aspect qui, je pense, se situe au point de vue qui, moi, m'intéresse plus professionnellement, si je puis dire, c'est la dimension un peu anthropologique, c'est-à-dire que le discours de gauche, y compris celui d'une certaine gauche radicale, est apparu comme, à certains dans les classes populaires, comme plutôt un discours de contrainte, un discours qui rajoute en quelque sorte à leurs problèmes sociaux une exigence morale que moi je partage parce que je suis plutôt quelqu'un du côté social, du bon côté de la barrière, mais le sentiment qu'au fond on a déjà assez de problèmes pour pas en plus être de gauche. Et de ce point de vue-là, il ne faut pas mésestimer la solution de facilité qu'est le vote d'extrême droite, parce qu'il flatte les pulsions, il ne demande aucun effort. D'ailleurs, sa candidate ne fait aucun effort et ça marche. Donc, elle est quelque part, elle est quasiment le symbole de ce qu'il n'y a pas besoin de travailler. La grande force de Mélenchon, c'est qu'il travaille. Mais il est tout de même, il arrive un peu en dessous de Le Pen, qui, elle, se donne le sentiment, de jouer, on voit bien, jouer avec ses chats, de ne pas travailler. Et donc, de donner une sorte de solution toute faite. La solution toute faite de l'extrême droite, on le sait bien, c'est débarrassons-nous des étrangers et ça ira mieux. Et de ce point de vue-là, il y a, sans doute, dans le discours de gauche aussi à reconstituer, là, je pense, de la gauche intellectuelle, des évidences anthropologiques, faire qu'au fond, ce qui apparaissait dans les grandes périodes sociales, 68, 36 et encore 81, c'est pas si loin quand on y pense, et peut-être même 2012, mais ça a été raté, c'est l'idée que la gauche est une promesse positive et pas simplement une nouvelle contrainte. Alors ça, c'est justement, on aborde un peu la thèse de votre livre, et je vous donne la parole après Manon Aubry. Ce livre, donc, il parle de la gauche et du plaisir, de la façon plus précisément dont la gauche, vous l'avez dit, a de plus en plus été perçue comme un espace de moralisme, d'interdiction, de frustration. Alors, il y a plein d'exemples, y compris actuels, avec lesquels on peut, y compris, mettre en perspective et prendre ses distances. La gauche dite woke qui polisserait le langage, la gauche écolo qui n'aurait que le mot catastrophe écologique à la bouche.
gauche, même si quand même le GIEC nous dit que dans 3 ans c'est foutu, hein, donc bon. Ce livre, d'ailleurs, qui a été, on va en reparler après, assez présent dans la campagne, mais sur ce que disait Michael Fussell sur ses aspirations, comment récupérer une partie de l'électorat sur la question symbolique et anthropologique. Oui, il y a vachement de choses intéressantes dans ce que vous dites. J'aurais presque envie de réagir à tout. Mais la première chose, c'est que quand même ce qui s'est passé dans cette campagne, y compris au début de cette campagne pour le peuple de gauche au sens large, s'il y en a qui s'identifient encore à ce peuple de gauche, c'est une forme de résignation quand même. Il y a 1 an et demi, je me souviens, quand on a démarré la campagne, on nous disait que tout était foutu et que de toute façon on n'irait pas au second tour et que ce serait impossible. Et ça s'est petit à petit renversé et surtout cristallisé en toute fin de campagne, où là, des gens ont repris espoir. Et ils ont repris espoir, ils ont repris aussi une forme de dignité en disant « Ah, mais cette fois-ci, c'est possible ». Ce qui nous donne une responsabilité parce que, du coup, la déception peut être à la hauteur de l'espoir qui a été créé. Et donc ça, c'est quand même un enjeu pour nous. Ça, vous le mesurez, ça, vous le savez aujourd'hui. Je le mesure et je me dis, pardonnez-moi l'expression, mais il ne faut pas qu'on se foire. Il ne faut pas qu'on se foire parce que je sens, je l'ai vu dans plein de quartiers, il y a aussi une dimension sociologique qui est hyper intéressante à observer, je pense, et là c'est juste de l'observation, mais je pense qu'il y aura des études sociologiques là-dessus. Ce que j'ai observé aussi dans certains quartiers, c'est que le vote a repris une dimension collective qui fait peuple. Alors c'est pas vrai si vous allez voter dans le 10e arrondissement à Paris, mais dans certains quartiers, on a vu les gens arriver par grappes. Et ce qui fait que, à 20h, ça a été aussi la cohue dans certains quartiers, il y en a qui ont attendu jusqu'à 22h quasiment pour voter, parce qu'il y a eu cette dimension de on y va ensemble comme un devoir collectif, et qui est, je pense, un ressort du vote qui est intéressant et qui a peut-être manqué à la gauche ces dernières années et qu'on a vu de nouveau se manifester. Je le dis là plus au ressenti que de sociologiquement, mais je suis sûre que ça pourra intéresser certains sociologues sur cette question. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est sur le côté dimension punitive versus positive. Pour moi, la gauche, ça reste quand même une forme d'émancipation. Et peut-être qu'on l'a pas suffisamment bien fait, mais quand on parle du partage du temps de travail, c'est aussi pour avoir plus de temps, pour faire société, pour s'investir dans des associations, pour éviter de consommer du tout fait et pouvoir avoir plus de temps pour se faire à manger. Donc, pour moi, il y a une forme d'émancipation de cette manière-là et de récit collectif. Et c'est une des plus grandes forces, je crois, de Jean-Luc Mélenchon et qui a manqué certainement à d'autres candidats à gauche, ce récit collectif. Et c'est sur ça, pour moi, qu'il faut continuer à construire dans les prochains mois et prochaines années pour donner envie aux gens et donner envie de se mobiliser, de construire avec nous. Michael Fussell, une réaction là-dessus peut-être ? Oui, je suis en plein accord et j'étais à La République et j'ai été au moment du meeting de Mélenchon, c'est celui auquel j'étais donc, et j'ai vu non seulement une jeunesse, mais j'ai vu aussi un changement un peu dans les mots d'ordre par rapport à 2017, puisque je suis un peu fidèle, où en 2017 c'était, moi je suis pour, mais encore une fois, moi comme je suis inconvaincu, j'essaie de voir un petit peu au-delà de mes propres affects, où le mot d'ordre c'était, ce que la foule entonnait, c'était résistance. Résistance c'était bien, mais c'était moins bien que on va gagner ou qu'un autre monde est possible, parce que quand on dit résistance, on donne le point au fond à l'adversaire. Et d'une certaine manière, on est déjà, presque si on prend les choses chronologiquement, on est déjà occupé, si vous voulez. Donc, moi, je préférerais, et ça a été fait en partie, on va gagner, qui a un côté un peu d'ivresse, qu'il faut peut-être payer quand la victoire n'est pas là, ou un autre monde est possible, c'est-à-dire, en réalité, l'idée que c'est déjà là, ce que l'on veut. C'est déjà là, mais ça n'a pas le pouvoir, en quelque sorte. C'est déjà là dans la manière dont on organise nos vies, en quelque sorte, hors institution. Et je pense que, y compris sur la question du plaisir, mais c'est la question du corps, plus généralement, il me semble qu'il y a beaucoup de gens de gauche qui vivent à gauche, en France, et que beaucoup ne votent pas à gauche, parce qu'en réalité, ils sont dans leur vie associative, dans leur vie collective, ils mettent l'avantage à l'égalité, ils ont une égalité plutôt heureuse, mais pour quantité de raisons historiques, ils ont tendance à considérer qu'en réalité, ce qui est déjà présent dans leur vie en termes d'émancipation ne peut pas franchir la barre des institutions. Alors, il y a apparemment un candidat qui s'est beaucoup inspiré de votre livre, il s'appelle Pavien Roussel, candidat communiste. Il nous a parlé d'apéro, de vin, de viande à longueur de journée, ça a l'air d'être son idée du plaisir, et
pourquoi pas par ailleurs. Et il a même dit, je crois, oui, le plaisir est de gauche, oui, jouir c'est de gauche, c'est exactement ce que vous dites. Peut-on jouir dans un monde d'injustice sans être complice de l'injustice? Bref, c'est exactement le champ lexical que vous utilisez. Est-ce que c'était une bonne traduction de votre livre? C'était une traduction, il est libre de la faire. Pour ma part, ça. En tout cas, son pari, c'était de dire c'est comme ça qu'on va récupérer certains électeurs. En effet, et bon, il en a récupéré juste ce qu'il aurait fallu qu'on ait nous. Enfin qu'on ait nous, je veux dire que j'ai Mélenchon. Mais alors cela étant, ce qui est d'abord révélateur, c'est qu'il a commencé à en parler, si on veut revenir sur cet élément, en parlant de bonne viande, etc. Je pense que là, c'était pas tellement référé au plaisir, mais enfin, il est un fait que je suis obligé de signaler qu'il en a fait un slogan de campagne à partir du moment où il s'est quand même vu tombé dessus par un certain nombre de représentants d'une gauche qui considéraient qu'il y avait quelque chose de nécessairement franchouillard, je dirais, voire même réactionnaire dans cette apologie. Alors, ça dit beaucoup de choses de la représentation qu'on a aujourd'hui du plaisir, cette espèce de focalisation sur l'alimentation. L'alimentation, en même temps, est un problème politique. Cela étant, on a bien vu là qu'il y a... Alors, moi, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il y a deux gauches, la quinoa et la steak frites, qu'on va les opposer. On a déjà suffisamment d'opposition interne idéologique pour ne pas en rajouter. Cela étant, il y a une dimension quant aux mœurs, quant à la question de la représentation de ce que c'est non seulement le vivre ensemble, mais le bien vivre ensemble, des représentations qui s'affrontent. Qu'elles s'affrontent ne me paraît pas fondamentalement gênant, dans la mesure, encore une fois, où la viande, ça pose aussi un problème, ce qui est celui de la condition animale, et ça pose la question écologique. Ce qui me paraît plus problématique, c'est d'emblée de donner une sorte de réifier ces oppositions un peu existentielles en opposition politique. Parce que, néanmoins, on peut quand même admettre que dans certaines catégories sociales, comme les Gilets jaunes, que Roussel n'a pas réussi à séduire, cela étant, eh bien, effectivement, la question de l'alimentation, elle est aussi culturelle. Moi, je me souviens que l'un des premiers actes des Gilets jaunes, c'était de se réunir sur des ronds-points, c'est-à-dire le lieu qui incarne la laideur et la tristesse dans leur urbanistique même, architecturale, et pour y faire quoi? Bon, des agoras, certes, mais d'abord des barbecues. C'est-à-dire aussi une manière de reconquérir un espace de sociabilité heureuse sur lequel nous n'avons pas, nous, à juger, je pense, depuis nos villes et nos vies, du fait que, bon, très bien, on préférerait que ce soit ni la voiture, ni la viande. Bon, il faut un regard surplombant, justement, sur ces pratiques ou sur voilà, c'est ça qui est un regard problématique, moralisateur, et surtout qui oublie quelque chose politiquement. C'est que, pour prendre l'exemple de la voiture et ne pas parler que de la nourriture, la voiture, je le dis facilement, moi je n'ai pas de permis, j'ai un mode de vie bobo parfait, bon, mais enfin cela étant, la voiture ce n'est pas seulement un pis-aller en absence de transport commun. La voiture, c'est aussi pour quantité de gens un lieu de souveraineté, d'autonomie, d'accélération possible. Lorsque on est dans une vie d'inertie, ou pour prendre d'ailleurs un des exemples de Mélenchon, quand il a parlé du bruit, le bruit qu'on subit en permanence, et je me souviens de ce personnage de Jolimet, de Chris Marker, qui dit, moi quand je prends ma voiture, dont on est en 62, c'est déjà un pré-gilet jaune, quand je prends ma voiture, au moins je me fais engueuler par personne. Je choisis mon bruit, ma musique ou mon silence. Et de ce point de vue-là, je ne dis pas que la gauche, du coup, va devoir sanctifier la voiture, donc le diesel, donc le réchauffement climatique, bien sûr. Mais il faut avoir un discours sur la sobriété heureuse, c'est-à-dire des alternatives aussi heureuses qui se mettent à la hauteur de ce genre de désir. Manon Aubry, sur cette question de la sobriété, c'est sur ça que je voulais vous interroger pour terminer. Le discours des Gilets jaunes, c'était fin du monde, fin du mois, donc la prise en compte de Même combat, donc la prise en compte de la catastrophe écologique qui arrive, et en même temps la question très immédiate du pouvoir d'achat, c'est finalement la même question qui est posée dans cette campagne, question de pouvoir d'achat aggravée par les circonstances internationales, la guerre, etc. Le GIEC qui dans le même temps nous dit, je l'ai dit tout à l'heure, on a 3 ans pour éviter de passer au-delà des 1,5 degré à la fin du siècle. Finalement, est-ce que ça c'est pas le débat central pour vous, notamment dans les prochaines semaines et mois et années, d'arriver à amener quand même les gens vers la sobriété énergétique? Elle va être nécessaire, et en même temps il ne faut pas qu'elle soit frustrante, problématique. Comment on fait pour résoudre la question qui est posée là par Michael Fessé? En 2 minutes, bien sûr. Ouais, en 2 minutes, c'est toujours compliqué. D'abord, en ne culpabilisant pas les gens, en leur disant pas, par exemple, que ce sera à la fin du pavillon individuel, comme l'a dit un candidat dans cette campagne présidentielle. Et je pense qu'il faut cesser d'opposer les deux. Oui, ça supposera une transformation de nos modes de vie, mais il y aura aussi une partie qui est justement, pour revenir à la joie, plus joyeuse. Si on mange mieux, on est aussi dans un meilleur équilibre alimentaire, etc. Et je crois que, mine de rien, quand même, il y a une amorce
à la fois programmatiquement dans ce qu'est l'avenir en commun et dans la façon de l'incarner dans cette campagne par Jean-Luc Mélenchon, parce que de facto, en fait, on a quand même réussi à réunir sociologiquement, je vais faire des catégories un peu simplistes, mais les bobos écolos des villes, où on fait des excellents scores, et des quartiers populaires, des villes ou des quartiers les plus pauvres de France. Donc moi, je pense que ce n'est absolument pas irréconciliable. Qu'on a fait une démonstration massive avec cette campagne, à la fois parce qu'on était capable d'y répondre sur le fond et de l'incarner politiquement, et l'incarnation est importante. Et à la fois pour les bobos écolos et à la fois pour les quartiers populaires, on a montré que, en fait, ensemble, on pouvait construire quelque chose en commun, et on pouvait aussi essayer de développer un mode de vie commun qui soit souhaitable, enviable pour plein de gens. Et finalement, je vais reprendre des vieux slogans. C'était Ségolène Royal, Désir d'avenir, non ? Au final, ce slogan, je le trouvais pas si mal. Malheureusement, le contenu politique désirer l'avenir est important quand même, et donc le Parti socialiste, c'est complètement incohérent. Mais sur le fond, et c'est aussi, elle a été pensée comme ça, en tout cas notre campagne, dans un contexte morose de 2 ans de Covid, puis la guerre en Ukraine, de pouvoir d'achat en berne, de gilets jaunes et des mouvements climat, des mouvements féministes qui sont à peu près tout pris dans la gueule et surtout du mépris, on avait envie de redonner envie aux gens. Et je trouve que le pari est gagnant, pas suffisamment pour accéder au second tour, mais il est gagnant. Et ça fera partie en tout cas des enseignements sur lesquels on va continuer à réfléchir pour les prochaines semaines et les prochains mois. Et justement, le fait d'avoir pensé, pour vous dire une anecdote, Un autre monde est possible, c'était un test au début, les premières affiches qu'on a faites, et en fait on s'est aperçu que ça résonnait bien et que ça marchait bien avec les gens et qu'ils avaient envie de ça, et c'est devenu le slogan officiel pour les affiches officielles, mais c'était pas ce qu'on avait prévu initialement. Donc on a testé des choses qui ont marché. Je pense qu'on doit s'appuyer là-dessus pour continuer à donner envie ensemble et à réunir ces populations qui ont été trop souvent classifiées et pensées de manière indépendante, pour les réunir et faire peuple ensemble, et se réunir dans les urnes pour essayer de gagner les prochaines échéances. Michael Fossel, c'est un peu ce que vous esquissiez dans ce livre, finalement, ce que raconte Manon. La question politique, c'est aussi la question des corps, et puisqu'on parlait un tout petit peu du plaisir, le plaisir de gauche par excellence, en principe, c'est la fête. C'est pas la fête VIP avec carré VIP et physionomiste à l'entrée, mais c'est le collectif vécu de manière heureuse, voire l'égalité vécue de manière heureuse. Et cela, ça ne se vit effectivement que par des expériences, où on est convaincu de cela par le fait même de le vivre. Et encore une fois, je pense que ce qui s'est passé, évidemment, là, on est un petit peu devant la stupeur de fait d'être passé, encore une fois, un trou de souris. Bon, cela étant, la réconciliation entre la gauche et la victoire, la possibilité non pas simplement d'avoir le pouvoir, mais au fond de pouvoir faire des idéaux aussi, des transformations existentielles et politiques et institutionnelles, cette réconciliation d'une gauche de rupture avec la possibilité de la victoire est quand même le fait, à mon avis, historique, en tout cas politique majeur de ce premier tour. Un petit mot, Manon, et on conclut. Très rapide, dire que moi j'ai 32 ans, j'ai évidemment pas connu Mitterrand et la joie que ça avait créé en 81, et je suis partie d'une génération qui s'est pris genre défaite sur défaite, les mouvements sociaux défaites, politiquement des défaites, et c'est vrai que je sens là pour la première fois, en tout cas dans ma génération, se dire que en fait c'est possible, et on l'a senti aussi. Une dernière anecdote que je voulais vous raconter, c'est passé un peu sous les radars, mais on a fait plus de 300 réunions publiques dans plein de bleds, y compris des petites villes où il n'y a jamais de réunion politique, et les gens venaient et ils repartaient avec un enthousiasme fou, et ça se terminait toujours en chantant. Et souvent les chants des gilets jaunes d'ailleurs, hein. Donc même si Macron ne le veut pas, nous on est là. Peut-être pour finir, dire que ce chant, nous on est là, on sera là dans les 5 prochaines années, et que cette joie et cet espoir qui s'est levé, j'espère qu'il ne retombera pas, et que ma génération pourra connaître un débouché politique gagnant. Merci, on avait réussi à parler de danse et de fête. Merci beaucoup, Michael Fossel. Je rappelle votre livre Quartier Rouge, Le plaisir et la gauche. On le voit ici. On va passer aux 24 heures. Vous restez 2 secondes avec moi.